Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets donc ont constitué le menu de l'actualité au cours de cette semaine. D'abord, la grève des enseignants aspirants au métier. De l'enseignant, on parle des AME, un mouvement de grève déclenché, mais très tôt abandonné, puisque simplement la décision de suspension des contrats des signataires de la motion de grève a simplement émoussé, étouffé le mouvement. Bien sûr, que dire de cette actualité? Tout à l'heure, avec mes deux confrères, nous allons donc faire les analyses nécessaires. Deuxième sujet est donc retenu l'attention, surtout au cours de la semaine, le verdict dans le procès à Ivor, le professeur, le constitutionnaliste, qui donc est condamné à 10 ans de réclusion criminelle avec donc 45 millions d'amende. Nous allons donc en parler aussi. Le droit a-t-il été dit dans ce dossier? C'est une question à poser à mes deux invités que vous allez découvrir dans un instant. Et ensuite, on parlera aussi de la lutte contre la corruption au Bénin. La communauté internationale a célébré le 9 décembre la journée de lutte contre la corruption. Quelles sont les avancées notées au Bénin en matière de lutte contre la corruption? C'est le moment également, et bien sûr, d'évoquer ce débat. Merci à toutes et à tous. J'ai avec moi ici, à ma droite, Hippolyte Dossouano. Hippolyte, bonjour. Bonjour Corneille Aesser, bonjour à tous. Et puis en face de vous, Anou Moriagua, du groupe de presse ITV International, représenté par Identivi Diaspora FM. Anou, bonjour. Bonjour Corneille Aesser, bonjour téléspectateurs d'Identivi, aux auditeurs de Diaspora FM. Alors, on va donc commencer avec le premier sujet concernant bien sûr le mouvement des enseignants aspirants. Des enseignants aspirants, on parle encore une fois de leur situation. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Ils ont un contrat de 9 mois sur 12 et bien d'autres choses qu'ils ont réclamées. Par exemple, que le contrat passe de 9 mois à 12 mois. Ils ont réclamé aussi le quota horaire en matière de distribution des heures, le quota à exécuter et beaucoup d'autres choses. Mais qu'est-ce que nous avons observé lors de mouvements de grève qu'ils ont annoncé en début de semaine? Simplement des contrats des signataires suspendus par le gouvernement. Cela a entraîné simplement l'échec de ce mouvement dont l'objectif est quand même de réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Une jeunesse qui réclame de meilleures conditions de vie et de travail. Alors la question qui se pose d'abord, ont-ils le droit de grève? Deuxième question à poser à mes invités. Le gouvernement, en agissant ainsi par la suspension de leurs contrats pour faire de grève, a-t-il fait preuve d'abus? Est-ce qu'on est dans une position de force par rapport à ces enseignants? Certains pensent que c'est une partie de la jeunesse qui est en train d'être sacrifiée. Quels sont les avis de mes confrères sur ce plateau? Je commence avec vous, Anou Moriagua. Des enseignants aspirants qui sont allés à la grève et qui sont suspendus simplement. Vous avez demandé, Corneille Aesser, est-ce qu'ils ont, le droit de grève? Et voilà. L'article 12 de leur contrat ne dit nulle part qu'ils n'ont pas droit de grève. L'article 12 ne leur interdit pas clairement. Il n'est pas dit formellement qu'ils ne peuvent pas faire de grève. Donc, ça veut dire que ils peuvent surfer en fonction des articles de leur contrat pour utiliser les moyens qu'ils ont à leur disposition pour réclamer des droits, pour faire des revendications. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Vous avez posé une deuxième question. Est-ce qu'il s'agit d'un abus? La décision de suspension, bien évidemment. Tout à fait. L'article 13, toujours du contrat de travail de ces aspirants, a donc spécifié des niveaux de sanctions. Et le premier niveau, lorsque un aspirant est en faute, c'est d'abord un avertissement verbal qu'il faut lui donner. Et si
on quitte l'étape là et il récidivait, il faut un avertissement écrit. Troisième étape, blâme avec ou sans inscription au dossier. Quatrième étape maintenant, mise à pied de 1 à 8 jours sans paiement de salaire. Et maintenant, la dernière étape qui est bien sûr résiliation de contrat. Donc, c'est étape par étape selon l'article 13 de leur contrat. Mais on remarque dans le cas d'espèce que nous sommes passés directement au point 5, c'est-à-dire au 5e point, qui est suspension ou résiliation de contrat. Par conséquent, nous pouvons oser dire qu'il y a eu abus. Alors, je reviens à vous tout à l'heure. Hippolyte Dosso, est-ce que vous partagez les mêmes points de vue que Arnaud Mouriagoua, justement, dans ce dossier, où, en tout cas, on va vers une confusion générale, on parle d'un beau griot total dans ce dossier. La gestion faite, en tout cas, ça c'est mon avis personnellement, la gestion faite par le gouvernement de ce dossier-là. Puisqu'on n'entend pas les enseignants sortent, réclament de meilleures conditions. On les écoute au moins, mais on n'entend pas du tout l'autorité. Alors, et ensuite, des enseignants qui sont à la grève, mais dont on résilié, en fait, suspendu les contrats. Connais Isser, je partage entièrement l'opinion de mon confrère Mouriagoua. Parce que le dossier ou le programme des aspirants au métier d'enseignement, nous l'avons toujours dit sur ce plateau que ce programme, s'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de parler, nous devons avouer que ça a été un échec. Et cette semaine, nous avons vu encore quelques paramètres qui prouvent et qui démontrent à suffisance l'échec qu'a connu ce programme qu'on a beaucoup annoncé, qui pourrait quand même être un palliatif au déficit d'effectifs d'enseignants auquel la quasi-totalité des établissements scolaires sont confrontés. Effectivement, quand nous prenons le contrat de ces AME, aspirants au métier d'enseignement, on s'en rend compte que c'est un contrat qui est signé, qui devait quand même sécuriser un emploi, qui devait garantir ce qu'ils exercent comme métier, à savoir l'enseignement. Même s'ils ne sont pas des contractuels de l'État, des agents permanents de l'État, souffrent qu'ils sont au service de l'État. Donc on ne va pas se surfer sur la terminologie qu'on donne aux catégories d'enseignants pour les brimer jusqu'à certains points. La quasi-totalité de ces AME, de ces aspirants au métier d'enseignement, c'est-à-dire sont des jeunes. Mais la jeunesse, dans un pays sérieux, on ne doit pas s'amuser avec. La jeunesse, d'aucuns disent même que c'est un bon à retardement. On ne doit pas s'amuser avec ces jeunesses-là. Si aujourd'hui, nous voyons dire, ils travaillent au même titre que les contractuels et les APE, mais eux, ils seront payés sur 9 mois, sur 12. Mais alors qu'on a signé un contrat avec eux, comme les autres aussi, l'État a de contrat avec les APE et les contractuels de l'État. Ces aspirants n'ont pas droit aux primes de rentrée, autre que les salaires précaires qu'on leur donne. On avait eu le temps quand même de donner les salaires qu'on paie à ces jeunes-là, qui pour la plupart sont détenteurs des diplômes universitaires. Même au cours primaire aujourd'hui, il faut avoir au moins le bac pour prétendre être instituteur de l'autre côté. Or, le bac, c'est le premier diplôme universitaire, nous a-t-on dit. Donc, c'est pour vous dire qu'à l'instant où je parle,
les aspirants, ce programme-là, on avait beaucoup décrié quand le ministre Maono Kakpo était à la tête de l'enseignement secondaire. Avec l'arrivée de ce technocrate, et je veux parler de Kwaro, l'actuel ministre, on pensait que les choses allaient changer. Mais ça va de mal en pire. Alors, mais sur ce programme, est-ce que vous ne pensez déjà pas que c'est déjà dans la dénomination que le problème se pose, que la malédiction part de là en fait? Parce qu'on parle de AME, aspirants métier d'enseignant. Mais sur le terrain, ce ne sont pas des aspirants. Ils sont utilisés au même titre que des enseignants. C'est déjà là le départ de la discrimination. Quand vous dites qu'ils sont aspirants et qu'on les utilise au même titre, et parmi eux, il y en a qui ont des diplômes, qui sont sortis des écoles normales. Alors, est-ce que c'est pas déjà dans la conception du projet que le problème se pose? Un tel projet, si vous le permettez, Koné Yaïssé, et en me basant sur les analyses de mon confrère Hippolyte, un tel projet ne devrait même pas voir le jour si nous devions véritablement considérer le fait que depuis le 22 mai 1961, le Bénin a ratifié la convention numéro 111 de l'Organisation internationale du travail qui concerne la discrimination en matière de travail et d'emploi. Ce projet ne prend aucunement compte de la ratification de cette convention, puisque dans un même pays, l'on ne comprend pas pourquoi il y a des enseignants qui sont qualifiés d'aspirants, alors que les autres sont des aspirants, est-ce qu'on peut dire, entièrement à part, ou bien eux, ils sont considérés ainsi comme des aspirants. C'est une discrimination. Et la discrimination va plus loin par rapport à l'attribution des heures. Voilà. Et alors que d'autres sont à 18 heures, d'autres sont à 20 heures. Voilà les aspirants qui sont à 28 heures, qui sont à 30 heures alors que l'arrêté de travail. Défini le quota alors que l'article 3 de l'arrêté 2019-069 du 27 novembre 2019 portant charge horaire hebdomadaire des enseignants secondaires généraux de la formation technique et professionnelle demande à ce que les enseignants fassent 18 heures ou 20 heures de travail. Et dans ce même pays... 18 heures pour les professeurs adjoints. 18 heures... Non, 20 heures pour les professeurs adjoints et 18 heures pour les professeurs certifiés. Et dans ce même pays où les secrétaires généraux et les représentants des aspirants, ont eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État le 8 octobre 2020, où le chef de l'État, après avoir écouté les uns et les autres, n'a pas trouvé d'objection à ce qu'on attribue les 18 heures ou les 20 heures aux aspirants. Moi, je ne comprends pas où se trouve le goulot d'étranglement, où se trouvent les difficultés pour lesquelles l'on ne veut pas se raviser et donc régulariser les heures de travail, là, les ramener à 18 heures ou à 20 heures. Mais quand je fais mes analyses personnelles, je constate bien que dans ce projet-là, Koné Yaïssé, il y a 3 éléments qui ont été priorisés, notamment les salaires qu'on paie aux aspirants. On constate bien qu'en fonction de leur niveau, ils ne sont pas payés au montant qu'ils devraient. Donc, sur ce plan-là, il y a de l'économie qui est faite, et également le nombre d'heures. Le nombre d'heures limite donc le recrutement. Donc, on ne peut pas recruter beaucoup de gens qui si on recrute plus d'enseignants aspirants, on sera obligé d'avoir plus de charges. Donc, sur ce plan-là également, on fait de l'économie en attribuant 30 heures ou 28 heures par enseignant. Et sur le 3e point maintenant, le nombre de mois. Oui, mais le nombre de mois qu'on limite à 9, au lieu de voir si l'on peut leur attribuer 12 mois. Est-ce que pendant les vacances, de l'économie, pour faire de l'économie dans la caisse de l'État, est-ce qu'il faut sacrifier une jeunesse? Parce que la plupart de ceux qui se sont retrouvés dans ce métier d'aspirant, ce sont d'abord les jeunes qui sont sortis des écoles, des jeunes qui ont une formation. C'est un projet qui a été vendu. Certainement,
au gouvernement qui a été défendu et qui a priorisé peut-être l'efficacité et l'efficience. Et c'est la manière dont l'on peut donc parler de l'efficience, c'est les éléments qui montrent l'efficience que je viens de vous citer. Ces trois éléments-là, quel gouvernement n'accepterait-il pas faire de l'économie dans ses caisses si vous sortez un projet qui l'arrange? Alors, est-ce qu'au nom de cela, il faut sacrifier une jeunesse? Parce que là, on a comme l'impression qu'il y a une certaine exploitation de cette compétence-là. C'est ça, justement. Oui. Nous avons constaté depuis 2016 que l'un des secteurs qui est laissé un peu pour compte pour ce régime, c'est le secteur éducatif. Et maintenant, quand nous prenons ce secteur est animé essentiellement par ces enseignants que nous appelons aspirants. Plus de 80%. Plus de 80%. Donc, c'est pour vous dire, si on maltraite cette catégorie d'enseignants, c'est que c'est le secteur éducatif qui est brimé. C'est le secteur éducatif. C'est contraire aux objectifs du PAG. Absolument, parce que même si au-delà du PAG, un pays ne doit pas s'amuser avec le secteur éducatif, avec son éducation. Parce que le développement de toute nation est tributaire de la bonne éducation qu'a ses citoyens. Mais regardez, quand nous avons vu, nous analysons un peu la manière dont les aspirants sont rémunérés. Quelqu'un qui a peut-être Bac plus 3, la licence, est à 95 000. Vous voyez, c'est vraiment très dérisoire. Et on les surexploite. Maurice l'a martelé tout à l'heure. Plus de 20 heures de cours. Parfois, les gens font jusqu'à 30 heures de cours. Alors que j'ai coutume de dire, il ne faut pas regarder l'enseignant qui va au cours de 7 heures à 10 heures, qui émage là, pour dire qu'il a effectué 3 heures. Le métier de l'enseignement, c'est un métier qui est exercé à tout moment, à tout instant et partout où l'enseignant se trouve. Je m'explique. Avant qu'il n'aille au cours, il doit préparer ce cours-là, la leçon, mais ce qu'il doit donner aux apprenants. C'est comme le métier que nous exerçons. Vous voyez, ça c'est un. De deux, il se déplace de sa maison. Le déplacement. Or, on sait que les enseignants aspirants ne servent pas dans un seul établissement. Ils servent à la fois plusieurs établissements, c'est-à-dire ils exercent des quotas horaires dans des établissements différents. Et c'est la sommation de ces quotas horaires qui font la totalité de ces quotas qu'on évalue jusqu'à 30 heures maintenant et que nous décrions. Ça, c'est deux. De trois maintenant, quand nous prenons quand ils finissent de faire les cours, ils vont maintenant quoi? Il y a les évaluations qui sont là, qu'ils doivent préparer. Tout à fait. Ils doivent corriger les copies. Quand vous imaginez les effectifs. En dehors des heures de cours, ils doivent corriger, ils doivent veiller corriger les effectifs. Vous me suivez? Ça veut dire que ça dit ce qu'on leur paie en termes de 30 heures, quelqu'un qui a 30 heures de cours, sachez qu'il exerce peut-être 90 heures de cours. Pourquoi pas? Donc c'est pourquoi je parlais de surexploitation. On ne critique pas le gouvernement. Mais c'est que, à l'instant nous parlons, nous en tant qu'analystes, écoutez-moi. On ne peut pas critiquer le gouvernement, d'autant plus que, nous comprenons. Excusez-moi, donnez-moi une seconde, puisque le chef de l'État même a manifesté sa volonté à ce qu'on respecte, qu'il n'y ait pas de fétichisme. Laisse-moi d'abord. Donc, je pense quand même que le chef de l'État peut-être a manqué du temps pour creuser ce dossier et aller situer les responsabilités. Et c'est ce qu'il va falloir faire. Nous voudrons maintenant, nous voudrons ce que le chef de l'État appelle ces aspirants-là, qui s'asseyent avec eux au palais de la Marina, qui les réécoutent à nouveau. Pour savoir, écoutez-moi, ce qui se passe concrètement. Parce que, souffrez que je vous dise que le cadre qui pilote ces dossiers-là. Une chose est que les ordres du chef de l'État soient respectés. Écoutez-moi. Les cadres qui pilotent ce dossier de AME-là, et même le ministère, les cadres qui sont tapis dans le ministère de l'enseignement là, ça va le ministère de l'enseignement maternel et primaire, le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle là. C'est des cadres qui ne disent pas la vérité. Eux autres là, on les paie 9 mois sur 12. Ne tirent pas les primes de déplacement, les frais de monsieur consort. Ne travaillent-ils pas dans des conditions les plus favorables moi, et optimales? contrairement à ce que vous pensez, oui.
moi je crois que celui qui fera le bilan en 2026, c'est le chef de l'État, Patrice Talon. Oui. Moi, je ne veux pas tenter de dédouaner le chef de l'État dans ce dossier, parce que ça ne ressemble pas au style de Patrice Talon. On a vu beaucoup de dossiers dans ce pays, on a vu la dextérité, le style de Patrice Talon, on a vu la fermeté du chef de l'État, on a vu la rigueur du chef de l'État dans beaucoup de dossiers pour régler beaucoup de dossiers. Alors pourquoi cette affaire d'aspirana, on est parti de sédentarisation, des vacataires d'entretemps, jusqu'à aujourd'hui, on remarque que le gouvernement trébuche dans la gestion de ce dossier-là. Ça ne ressemble pas au style de Patrice Talon, ce n'est pas ça la rupture. Non, alors pourquoi vous tentez de dédouaner le chef d'État? Non, nous ne dédouanons pas. Non, les cadres ne disent pas la vérité. Le chef d'État est au courant. Le chef d'État est dans le pays et il connaît le problème. Alors qu'est-ce qui justifie le fait que depuis des mois, ces enseignants, ils en parlent. Ils sont partis du mouvement Alerte Rouge avant d'aller à la grève. Ils sont allés le rencontrer le 8 octobre 2020. Alors qu'est-ce qui fait que Patrice Talon n'a pas réagi? Et qu'au niveau donc de ces autorités dont vous parlez, on tente de dire le contraire. Un peu comme si, genre, non, tout va bien dans le secteur. Vous avez vu la déclaration du ministre quand il était à l'Assemblée nationale, au Parlement. Voilà, c'est ça justement. Et même la sortie du porte-parole du gouvernement n'a pas rassuré. Non, les doléances sont là, les revendications sont là. Lorsque le gouvernement finira par donc trouver des solutions, ils seront informés. C'est un peu ce qu'on peut résumer de la dernière déclaration de Wilfried Langbedi. Alors, quand ça se passe comme ça, pour cette catégorie de jeunesse, fer de lance, relève, mais qui constitue 80% du personnel enseignant. Lorsque ces enseignants sont traités de cette façon, ne vous attendez pas à ce que le rendement soit meilleur. Ça veut dire que c'est l'éducation, c'est l'enseignement qui est transmis, qui prend un coup en ce moment-là. Alors, est-ce que dans ce dossier-là, ça ne montre pas les limites de la rupture? Bon, je ne dirais pas a priori que ce dossier montre les limites de la rupture. Non. Tout programme ou tout projet qui est exécuté peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Mais nous constatons allègrement que tous les programmes qui s'exécutent sous le régime de la rupture, où nous applaudissons parfois quand même la manière, la dextérité avec laquelle ces projets sont exécutés là, mais sauf que nous reconnaissions que le dossier, le programme des armées là, est un échec. On l'a dit tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le chef de l'État, il est au courant de tout. Mais nous voudrions quand même, parce que jusqu'à aujourd'hui, où il n'a rien dit à propos, où ce n'est que le porte-parole du gouvernement, je veux parler du SGA, Wilfried Langbedi, et le ministre Kouarou qui est sorti très rarement, c'est-à-dire par rapport, mais qui a répondu. L'autre fois, et qui a trouvé qu'il y a de l'amélioration dans la gestion qui a répondu devant les parlementaires quand on lui a demandé de savoir mais qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de ce programme-là. Où il a dit qu'il y a de l'amélioration, mais qu'il y a quelques aspects qui ne vont pas bien, mais qu'il y a les cadres techniques, que les cadres techniques vont s'asseoir pour étudier convenablement ce qui ne va pas pour trouver des solutions réalistes et réalisables. Mais je m'en vais vous dire quand même que, Corneille, à l'instant où nous parlons aujourd'hui là, le gouvernement croit qu'il a un pouvoir. Le pouvoir d'inquiquiner ces jeunes. Ils ont fait ça à marcher à l'instant où nous parlons. L'intimidation. Ils les ont intimidés et les jeunes ont abdiqué à leur mouvement de grève. C'est bien. Mais pour l'avenir, il y a toujours un problème qui se pose à ce niveau. Parce que est-ce que l'objectif pour lequel ces AME-là sont recrutés là, est-ce que les objectifs seront atteints? La réponse, elle est purement négative. Parce que cela, ça dit, lorsque l'enseignant n'est pas dans ces états, dans les conditions optimales requises à adéquates, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. On dit souvent, un ventre affamé n'a point d'oreille. Le ventre affamé ne peut pas bien parler, ne peut pas bien raisonner. Vous me comprenez? Donc, avoir la précarité dans laquelle les enseignants la végètent, mais cela ne peut même pas permettre aux apprenants de les considérer. Regardez l'autre fois quand un enseignant a fait un audio pour décrire un enseignant, les conditions les plus vraiment inadmissibles dans lesquelles il se retrouvait. Mais il a décrit sa misère, justement. Il a décrit sa misère. Mais en l'entendre parler, vraiment, on ne sent pas que ça n'honore pas le on système est éducatif, encore au Bénin, ici, un Bénin où tout se métamorphose autour de nous. On peut beau construire les routes, on peut beau construire les boulevards,
on peut avoir des graciers, on peut construire des étoiles à 5 étoiles. On peut vouloir quand même dire que le gouvernement fait de bonnes choses. Mais de façon pragmatique, si les enseignants, ceux qui animent le secteur éducatif, ne sont pas bien, comment dire, rémunérés, on n'arrive pas correctement à les traiter tel qu'il le faut, tout serait balayé du revers de la main. Je pense qu'on est à essai. Que vous l'avez dit tantôt, que l'on remarque que depuis l'avènement de la rupture, que le secteur de l'éducation est un peu plus ou moins à la traîne. Je pense que c'est pour trouver des solutions que ce projet-là a été écrit et est mis en exécution. Ce n'est pas pour la mauvaise foi que le gouvernement l'a fait. Vous remarquez donc que c'est un projet écrit et que au départ, le gouvernement savait bien où aller. Mais le hic ici... Mais on n'a plus cette impression aujourd'hui. Non, laissez-moi finir. Le hic ici est que lorsque vous faites un projet et que vous mettez le projet en exécution, il faut donc faire évaluer et prendre en compte les retours que vous recevez, les insuffisances. Ici, ce sont ceux-là qui exécutent, qui font le retour. Et c'est les AME. Et aujourd'hui, depuis quelques années, ils sont en train de crier leur ras-le-bol, d'exprimer les difficultés qu'ils rencontrent dans la mise en œuvre de ce projet-là. Mais on ne comprend pas pourquoi les cadres techniques ne s'asseyent pas pour prendre en compte donc, cette difficulté-là que ces personnes-là rencontrent pour aider à atteindre correctement les objectifs. Ils ne sont pas décideurs. C'est les gains pour l'État là. Ils se cachent sur ce dos-là pour prétendre réfléchir, mais ils ne sont pas décideurs. Il faut une véritable volonté politique. C'est ça, de façon adéquate. Et c'est triste pour notre pays. Oui, c'est vraiment triste. Je pense qu'il est temps que le gouvernement ou les cadres conseillers que le chef de l'État s'arrête et décide et qu'on trouve des solutions pour réellement satisfaire ces personnes-là, ces AME-là, pour que l'année prochaine on ne revienne pas encore reparler des mêmes problèmes après les vacances. Ils ne sont pas payés pendant qu'ils règlent ces problèmes-là ou qu'ils réfléchissent autrement pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Vous savez au cri de cœur de ces personnes-là qui exécutent le travail. C'est l'avenir de nos enfants qui en dépend. Même quand vous suivez, si vous suivez, c'est vrai que on n'a pas mené des investigations pour savoir. Mais le contrat dont il est question aujourd'hui, cette année, par exemple, quand on a reçu des AME sur ce plateau ici, à Eden TV, qui nous ont dit, par exemple, que pour les contrats, qu'ils n'ont pas encore signé de contrat cette année et que c'est les signatures, par exemple, de l'année dernière qu'on a rapportées, puisque c'est des technologies qu'on a rapportées. Quand vous entendez des choses comme ça, mais parfois vous vous demandez, mais où se trouvent ces cas techniques? C'est pour ça que je dis aujourd'hui, les cas techniques ne sont pas décideurs. La solution à ça, c'est qu'il y a une implication réelle du chef de l'État. Parce que le chef de l'État sait réparer. Le chef de l'État sait changer les choses. Le chef de l'État sait... disons, remodeler les choses. Et on le sent. Aujourd'hui, le Bénin est en transformation. Et quand vous pensez à ce dossier, à ce projet d'Aspirana, on se demande vraiment, véritablement si c'est vraiment la marque de Patrice Talon. Oui, le mercredi dernier, ça m'a beaucoup étonné que le Conseil des ministres n'a pas fait qu'à mention de cette situation, de ces armées-là. Ça m'a véritablement surpris. Je m'y attendais que l'assise du gouvernement puisse débattre de la question de la situation de ces armées. La question a été réglée. Cela n'a pas été... Non, ça a été réglé. La tête du serpent a été coupée. Non, mais cette manière de régler la situation, ce n'est pas la solution. Un ancien qui va dans une classe avec des frustrations, mais il forme quel type d'apprenant, quel type de citoyen? Dès qu'ils ont suspendu les responsables, vous avez constaté qu'ils ont repris rapidement. C'est pour vous dire que, en laissant nous parlons, s'ils ont pu suspendre des aspirants et ils ont pu trouver des suppléants pour les remplacer dans les salles de classe, ça voudra dire que même chose aussi. Ça voudra dire qu'il y a la ressource humaine qui est prête à travailler là, est là.
ils n'ont qu'à essayer de recruter encore d'autres et de revoir leurs conditions de travail. Ça, là, c'est un impératif dans un bref délai. Dans un bref délai. Merci. C'est notre souhait. Hippolyte, on va changer de cap maintenant. Hein. Je ne sais pas si on quitte le secteur éducation et puis on va parler justice ou politique. Justice. Alors, le procès à Ivor. On parle suivi. Corruption, la lutte contre la corruption, par exemple. On va parler d'abord de l'actualité concernant donc, le verdict dans le procès à Ivor. Voilà, donc le verdict est connu. Hein, donc, le procès est condamné à 10 ans de prison. Et puis voilà, 45 millions d'amende. Bon, en tout cas, on peut dire que désormais c'est clair. On sait ce qui est reproché et la décision de la justice, Hippolyte de Soubanou, dans ce dossier. Oui, bon, nous avons su, via les réseaux sociaux, que le professeur Joël Aïvor a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 45 millions d'amende, avec 2 de ses co-accusés. Le verdict personnellement, ne m'a pas trop surpris. Ça ne m'a pas surpris dans la mesure où je sais qu'en politique, quand 2 adversaires politiques se battent... Non, on n'a pas... Non, écoutez-moi. Non, ce n'est pas un débat politique. Suivez-moi sur mon regard. Parce que qu'est-ce qui a fait que Joël Aïvor, lui qu'on connaît comme un universitaire bonté, se retrouve derrière les barreaux aujourd'hui? C'est ça. C'est son aventure en politique. Il est d'accord. On est tous d'accord sur ça. Maintenant, l'issue de ce procès est en suivant quand même les chefs d'accusation qu'on lui a trouvé ça en tant que citoyen. Je n'apprécie pas beaucoup. Qu'on ait suivi moi en tant que citoyen. Qu'on lui reproche. Nous devrions. Pas qu'on lui a trouvé. Nous devrions quand même craindre. Parce que en droit, il y a les prémices qu'on nous apprend. C'est-à-dire, si vous avez eu le temps de goûter un peu au droit, on vous dit pour qu'il y ait une infraction, il faut la réunion de 3 conditions. C'est-à-dire l'élément moral, l'élément matériel et l'élément moral. Matériel, ça reste un 3e élément qui m'échappe là. Je ne suis pas juriste. Donc, je ne suis pas vraiment juriste comme vous, mais... Vous me comprenez? Ça voudra dire que quand je prends ce qui s'est passé, Joël Aïvor directement, d'après ce qu'on a écouté via les réseaux sociaux, et ça je le dis, parce que le procès n'a pas été diffusé en direct sur une chaîne de télévision, mais sur une chaîne de la place. Donc, ce qu'on reprend à Joël Aïvor, bon, à l'instant nous parlons, c'est la justice qui a parlé. On s'en tient compte à sa décision, quitte à Joël Aïvor de se prévaloir de son droit quand même de défense pour pouvoir interjeter en appel. Mais pour l'heure, ce que nous souhaiterions, c'est vraiment un regret qu'après des années où le Bénin a pris corps avec la démocratie, où chez nous, quand on parle de la politique, cela fait allusion à une fête, qu'après des élections, que nous voyons des élites de notre pays, ceux-là qui font la fierté du Bénin à l'international, se retrouver dans ces conditions. C'est déplorable. Si nous allons faire un petit recul, en 2014, voire 2015, l'actuel président de la République a semblé vivre ce que Aïvor est en train de vivre aujourd'hui. Mais le peuple s'était levé pour dire non. Et son destin, c'est, comment dire, façonné à partir de cet instant. Et ça s'est décliné aujourd'hui en ce qu'il est, on l'appelle président de la République. Je voudrais prier le chef de l'État, en tant que père de la nation, qu'il a tout récemment posé un acte où le peuple bénin l'a applaudi, en œuvrant ce qu'on nous restitue, les trésors royaux. Je veux que le second acte qu'il va poser pour immortaliser son nom à jamais, c'est de tout faire pour que ces acteurs politiques, pour que ces opposants à son régime puissent recouvrir la liberté. Certes, il y a des conditions pour qu'ils puissent accorder la grâce présidentielle à ces derniers. Mais au nom de la paix, au nom de l'humanisme qu'il incarne, qu'il a en tant qu'être humain, il n'a qu'à tout faire pour que d'ici peu, que Joël Aïvor retrouve
la liberté pour renouer son habitude d'universitaire et que Rekia Madougou, qu'on connaît comme une experte en inclusion financière à l'international, qu'elle puisse commencer par se vaquer à ses occupations. Cela va pour le bien-être de toute la nation béninoise. Alors, Anno Moriagua, c'est vrai que c'est parfois complexe d'aborder certains sujets, surtout quand c'est dans le domaine de la justice. Mais le droit a été dit dans ce dossier, selon vous, Anno Moriagua. Je voudrais d'abord demander ce que ces personnes-là recherchent en ce moment en prison. Qu'est-ce que ces personnes-là recherchent en ce moment en prison? Parce qu'elles n'auraient pas dû être là si elles n'avaient pas eu à faire la politique. Je pense que c'était des personnes bien placées qui étaient en train... Je ne comprends pas. Est-ce que la politique est une voie garantie pour se retrouver en prison? Parce que tout à l'heure, quand Hippolyte parlait tout à l'heure, c'est que oui, il disait la faute du Haïvo, c'est avoir à un moment donné choisi faire de la politique. La politique, est-ce que je vais vous répondre, la politique n'est pas une voie. Est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, c'est que n'est pas une voie garantie pour se retrouver en prison? Mais c'est une voie de prison possible. C'est une voie... Maurice, tu m'étonnes. Ne déconcentrez pas Maurice dans ça. Hippolyte, attention à vous. Hippolyte. C'est une voie de prison possible. Et donc c'est un risque. C'est un risque. Voilà. Donc, un grand risque que ces personnalités-là, qui étaient tranquillement en train de jouir de leur liberté. L'autre avait son expertise et le professeur, en tant qu'enseignant de renommée internationale. Et aujourd'hui, je suis peiné. C'est un baobab. Je suis peiné qu'on se retrouve à ce stade-là. Je suis peiné. Il n'aurait pas pu s'approcher de la politique qui n'aurait pas eu les doigts brûlés aujourd'hui. Et donc il faut laisser la politique aux initiés. Il faut laisser la politique aux initiés et réfléchir 1000 fois avant de s'y adonner. Surtout quand vous avez, en face de vous. C'est une leçon. C'est une leçon pour nous tous. Il faut voir les animaux politiques que vous avez devant vous avant de vouloir vous aventurer dans le domaine politique. C'est ça. Parce que un vrai politique met de son côté toutes les chances possibles, je ne vais pas dire tous les pouvoirs. Un vrai politique. Et vous ne pouvez pas faire une bonne politique si vous ne savez pas mettre de votre côté tous les pouvoirs. Et que vous n'avez pas les armes nécessaires, surtout. Quelqu'un a dit que la démocratie n'est pas faite pour les pays africains. On fera notre démocratie. J'ai dit, on fera notre démocratie. Mais peut-être pas la démocratie comme la démocratie américaine. Peut-être que nous faisons déjà cette démocratie à la béninoise. En tout cas, ou à l'africaine. Notre démocratie est en marche, qu'on est ici. C'est ça. Et je ne vais pas parler plus que ça. Est-ce que le droit a été dit? Si nous considérons que le droit est une science et que cette science-là, avec cette science, l'on peut aboutir aux résultats en fonction des juges, je pense quand même que nous devrons respecter la décision du procureur spécial, puisqu'il a fait usage de la science et il a utilisé les méthodes de sa science pour aboutir à un résultat. D'où nous pouvons dire que le droit a été dit. Ce qui m'intrigue, c'est malgré la présence des avocats de haut rang qui entouraient le professeur, ils n'ont pas pu le sortir d'affaire. Et c'est dommage. Non, ce que Maurice doit comprendre,
la justice. Qu'est-ce que je ne dois pas comprendre? Non, ce que vous devez comprendre, mon cher Mori. Je recette ce que je ne dois pas comprendre et non ce que je dois comprendre. A toujours des paramètres incompris. Et même les acteurs, quelle que soit leur ancienneté dedans, ne peuvent jamais appréhender ces aspects-là. C'est ça qui s'est passé au verdict de Joël Aïvo. Vous me comprenez? Même si, vous le comprenez, à la fin, ces paramètres incompris. À la fin de ce verdict, Maître Robert Dossou a semblé dire que le verdict, que cela ne l'étonne pas, qui s'y attendait, souffrait que c'est une réponse qu'il doit donner à la presse qui l'a servi. Si aujourd'hui, je veux revenir un peu à l'argumentaire de Maurice Agua, Joël Aïvo se retrouve en prison, au-delà de tout, lui-même doit se reprocher certaines choses. Évidemment. C'est un professeur vous avez suivi l'analyse de M. Da Silva, le sage Da Silva de Porto-Novo. C'est un professeur du droit public, parce que quand on parle du droit constitutionnel, ça fait partie du droit public. Et qui parle du droit public parle indirectement aussi de la politique. Donc quoi qu'on dit, il est un technocrate politiste. Mais il parle, quand vous l'avez vu devant, au cours du procès, il a semblé demeurer tel, a dit, il se sentait encore devant des étudiants en donnant des coups peut-être à ces anciens étudiants qui sont les juges. Vous me suivez? On a beau aimer toutes les phrases qui sont sorties de sa bouche, c'est vrai, mais il ne devait pas confondre la posture dans laquelle il se retrouve avec son titre de professeur. Il doit le savoir. Seconde chose, quand il allait en politique, il parle de la démocratie. C'est un ancien droit, je l'ai dit tout à l'heure. La démocratie, c'est un régime qui s'enseigne dans les facultés de droit, au-delà du théoricien bon qu'il est, mais du côté de la pratique, il a des trucs qu'il ne maîtrisait pas, dont il en est allègrement victime aujourd'hui. Troisième chose, la politique. Quand on va en politique, il faut être prêt pour en recevoir des coups, il faut être prêt pour en donner. Aujourd'hui, il en reçoit. On ne sait pas si demain, parce que... Il va en donner, c'est ça? Oui, il va en donner. Le destin de chaque individu est un peu compliqué. C'est ça. On ne sait pas si les années à venir, Joël Aïvo, c'est notre futur président, nous ne savons pas. Le cas de Nelson Mandela est là. On connaît beaucoup de cadres que nous vénérons aujourd'hui, qui sont des vétérans politiques, qui ont pris par la prison. Je ne veux pas citer des noms ici. C'est ça. Vous me comprenez? Donc pour finir, je voudrais dire tout à l'heure que le dernier aspect il a abordé par rapport au réquisitoire du procureur spécial Mario Metonou. J'ai retrouvé un peu mes états. Tout à l'heure, quand je parlais de la considération d'une infraction, j'ai parlé de 3 éléments, à savoir l'élément moral, l'élément légal et l'élément matériel. C'est ces 3 éléments ça. Mais quand je vois tout ce qu'on a retracé pour trouver des chefs d'accusation pour le professeur Aïvo, moi je suis resté un peu sur ma soif. Je suis un peu resté sur ma soif et je voudrais quand même dire... la justice a des paramètres incompris. Enfin, vous l'avez dit. Je l'ai dit tout à l'heure. Je voudrais quand même, c'est l'heure encore de rappeler quelque chose. Et Joël Aïvo l'a dit. C'est parce que Joël Aïvo a dit que veut dire ça. Non. Mais moi, personnellement, que ce soit les juges qui sont au service de la nation aujourd'hui, qui sachent qu'ils ont prêté serment pour servir uniquement que la nation. Joël Aïvo a dit que la démocratie est éternelle. Pour moi, la démocratie, le Bénin peut changer à tout moment de régime. Mais ce qui est éternel pour nous, citoyens béninois aujourd'hui, c'est le Bénin. Et chacun de nous sera jugé en fonction des actes qu'il aurait posés. On peut beau aujourd'hui le condamner inconsciemment ou injustement ou légalement, mais le tribunal qui ne trahit pas, c'est la conscience de chaque citoyen. Donc je voudrais dire que tous les acteurs qui ont encore ce pouvoir quand même de jouer de jouer à leur partition. Je parle au conseil du chef de l'État, à tous ses alliés politiques, je parle au président Bruno Amoussou, je parle au secrétaire exécutif national du bloc républicain Abdoulaye Biotchane, à tous les télos politiques qui sont autour du chef de l'État, de lui parler. Parce que
eux autres qui sont là aujourd'hui, ils avaient subi ça là exactement. Il a fallu que les gens interviennent au temps opportun, qu'ils recouvraient la liberté et pour qu'ils soient là où ils sont aujourd'hui. Qu'on ne sacrifie pas forcément sur l'autel des coups politiques, des cadres du pays comme ça, qu'on essaie quand même de ramer la balle à terre pour soigner l'image à l'international. Le gouvernement ne s'amuse pas avec les questions de coup d'État. On est dans le domaine de la avec justice. les questions de coup d'État. Voilà, on est dans le domaine judiciaire et pas du tout politique. Ce n'est pas de la politique que nous faisons, on dit, nous plaidons quand même qu'on puisse ramer la balle à terre pour les gracier. Merci, on a compris. Alors l'autre procès qui est très suivi ce vendredi, c'est vrai qu'on aura le temps de revenir là-dessus, pourquoi pas la semaine prochaine, c'est l'autre procès aussi très attendu. Ricky Amadou aussi, qui donc, est devant les juges de la Criette. Donc nous allons en reparler dans nos émissions prochaines. Alors rapidement, on va beaucoup maintenant parler le tout dernier sujet. La communauté internationale a célébré 9 décembre la journée de lutte contre la corruption. Et c'est un mal, c'est un phénomène qui malheureusement constitue un frein au développement, surtout dans nos pays en Afrique. Chez nous au Bénin, à Noumoriagua, c'est l'occasion aussi de faire un peu le point, de savoir un peu, a-t-on connu des progrès en matière de lutte contre la corruption. Je pose la question surtout parce que vous avez vu ces derniers temps, avec la volonté affichée par le régime actuel depuis 2016, on a eu donc la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, mais malgré cela, les dossiers de malversation continuent toujours, bien sûr, d'être décelés au sein de l'administration, que ce soit public comme privé. Rappelez-vous encore Anat Gate, l'affaire avec les douaniers. Voilà, donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être sûr que, malgré la volonté politique, il y a de l'avancée dans la lutte contre la corruption au Bénin? Non, la corruption au Bénin était véritablement un os dans la gorge qui empêchait le développement dans tous les secteurs au Bénin. J'en veux pour preuve cette blague dans l'administration publique qui se faisait où on demandait de déposer de pieds sur les papiers. C'est une légalisation formelle de la corruption. Et la corruption était à tous les niveaux, du bas de l'échelle jusqu'au sommet. La corruption occupait tous les paliers au Bénin. Aujourd'hui, avec l'avènement de la rupture, nous avons remarqué des efforts qui sont faits. Déjà, il faut commencer par la dématérialisation. La dématérialisation qui n'est pas encore effective dans toutes les administrations. Petit à petit, on va y arriver et la dématérialisation fait son bonhomme de chemin. Et je pense quand même que c'est un pas contre la lutte, en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Puisqu'il va falloir être... il faut un corrupteur pour avoir un corrompu. Donc je pense quand même que si on évite le contact entre le corrupteur et le corrompu, on va efficacement lutter contre la corruption. Vous pouvez aujourd'hui faire toutes vos formalités en ligne en ce qui concerne certains services et tout ça, et éviter complètement la corruption. Je pense qu'il faut saluer ce travail-là qui se fait sur ce plan-là. Également, on a remarqué qu'il y a eu, surtout en 2021, le démantèlement de plusieurs réseaux de corruption. J'en veux pour preuve l'affaire Anat Bier ou autre. Anat Gate avec Anat Bier. Et donc, également, il y a eu d'autres dossiers. Aïda Kondi, qui a amené le chef de l'État à complètement revoir l'administration, réaménager les choses. Où vous pouvez voir aujourd'hui un civil, comme les gens s'en plaignent, être directeur général de la douane, toujours pour les réformes en ce qui concerne la lutte contre la corruption. C'est un travail qui se fait, qui véritablement était enraciné, je parle de la corruption, donc ça va être compliqué du jour au lendemain de vouloir couper toutes les racines et remonter jusqu'aux plantes. Donc je pense que le travail va continuer. Il y a eu de l'avancée. Nous sommes là pour encourager quand c'est bon, pour décourager, pour dénoncer. Et quand c'est mauvais, je pense qu'il faut saluer le gouvernement sur ce plan-là et qu'il va falloir continuer.
Alors, Hippolyte, votre avis rapidement sur la question? Oui, bon, sur la question, en toute honnêteté, il faut reconnaître que le palme d'or qu'on peut décerner au régime de la rupture, c'est la lutte sans merci contre la corruption. Implacable. Ça là, il faut l'avouer. Ce régime n'admet pas du tout la corruption. Et toutes les réformes qui se font chaque jour ne concourent qu'à lutter et qu'à asphyxier la corruption. La vérité de la corruption, atténuer son effet au Bénin. Ça, il faut reconnaître. Aujourd'hui, souffrez que vous pouvez prendre votre véhicule, quitter peut-être à Azovert pour venir à Cotonou, ne plus donner de 500, 300 aux policiers sur la voie, aux gendarmes, où on barricadait tout, on dit qu'on contrôlait, alors qu'ils étaient à la caisse des miettes. C'était de manière indirecte pour les forces de l'ordre de rançonner les populations qui étaient une forme flagrante de corruption. Aujourd'hui, vous, pour peut-être remplir certaines conditions, vous n'avez plus besoin coûte que coûte de vous présenter physiquement où il faut mettre de la pierre sur votre dossier. Sinon, le vent risque de l'emporter tel l'a ramené tout à l'heure Mauril. Aujourd'hui, tout a été dématérialisé. Donc, la distanciation de l'administration publique aujourd'hui, ça ne permet plus forcément à un citoyen de payer celui qui doit traiter son dossier. Donc, on a senti véritablement qu'aujourd'hui, que sur le terrain de la corruption, il y a une révolution. Il y a une révolution et il n'a plus quelqu'un, il n'a plus d'intouchable. Il n'a plus un intouchable là. Il n'a plus d'intouchable là. Sur ce terrain, ça là, il faut reconnaître les efforts parce que la corruption, telle que cela se manifestait dans le pays, c'était plus qu'une pandémie. C'était plus qu'une pandémie qui n'avait pas de virus. Maintenant, le virus, qui n'avait pas de... c'est pas le virus, c'est dire. Qui n'a pas de virus. Mais aujourd'hui, le virus, contre la pandémie, c'est parti. Ça n'a pas de virus et pourtant, ils ont trouvé de vaccins. De vaccins, c'est ça que je dis. C'est pas le virus, je me perds. Je dis le vaccin aujourd'hui contre la corruption, c'est le président Patrice Talon qui le fait allègrement. Quand nous prenons le domaine de la douane, ou quand vous êtes douanier, on savait coûte que coûte que vous devez être riche. Aujourd'hui, vous pouvez être douanier. C'est démystifié tout ça. Vous êtes limité à votre salaire, même si on sait qu'il y a encore quelques portes d'entrée pour eux de faire des trucs, quelques avantages. Mais ce terrain aussi, on a constaté qu'il y a un travail qui a été véritablement fait. Mais il y a aussi, il faut reconnaître aussi en dehors de la dématérialisation, la criette. Non, je suis d'accord aujourd'hui, mais les citoyens, avec l'instauration de la criette que nous avons longuement décriée, mais qui fait quand même école en Afrique aujourd'hui, reconnaissons aussi que on dit la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Le fait que les gens ont peur aujourd'hui de la criette a vraiment, franchement... notamment les premiers dossiers. Rappelez-vous les premiers dossiers. Oui, les premiers dossiers. On ne va pas faire sortir les noms. Donc, ce que nous souhaitons maintenant, il y a l'autre affaire de corruption, même si ce n'est pas la corruption directe, la mafia foncière dans nos communes. Il y a la mafia foncière dans nos communes. Dans nos communes, c'est aussi une forme de corruption. Sur le dossier, il va falloir que le dossier de l'Assemblée, du siège de l'Assemblée nationale. Il va falloir faire la lumière sur ces dossiers aussi. Donc, il y a beaucoup de dossiers encore qui tapent. Le musée de la corruption. Oui, il y a beaucoup de dossiers qui tapent encore dans l'ombre. Donc, le chef d'État... Il y a l'affaire de Sinsad. Vous l'avez dit, le dossier de l'Assemblée nationale. Le dossier de Maria Guetta. Le dossier de Maria Guetta. Voilà. Donc, tous ces dossiers, même si les acteurs qui étaient indirectement impliqués sont aujourd'hui ses premiers soutiens, on sait qu'il fait une lutte de façon impartiale. Nous voudrons ce qu'il montre davantage au peuple l'impartialité de la lutte qui fait de façon implacable contre la corruption. Je le redis, on doit saluer le chef de l'État et le vaccin contre la corruption au Bénin, c'est Patrice Talon et nous l'applaudissons. Merci Hippolyte, merci Arnaud Mori Agoua. Merci aussi à M. Siouéou à la réalisation et à toute l'équipe d'ailleurs. Retrouvez ce programme sur la 102.3 à partir de 18h et sur DNTV à 21h. Au revoir. Ciao.